bien, bonjour à tous, bonjour du Québec, car il est 11 heures au Québec, et bonsoir en France, parce qu'il est 17 heures ici, en France. Et je suis en compagnie, là pour moi je suis tout seul, mais Sorine, Dominique et Marie-Josée vont arriver dans l'image qui suit. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour et bienvenue Alors, au Québec. Ici, nous sommes à Val-d'Or. Et c'est avec grande joie que nous recevons Dominique et Marie-Jo. On va vous présenter leur parcours, des questions. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez intervenir en direct. Nico, tu pourras transmettre l'adresse. Écoutez, les questions, je peux les recevoir par mail à info@akasharadiotv.fr, ou bien le mieux c'est de me les envoyer, c'est de participer au chat live qui est sur, vous cliquez sur l'icône YouTube que vous voyez sur la vidéo, que vous voyez par le site Akasha. Donc le mieux qu'on fera la plupart, c'est qu'ils cliquent sur l'icône YouTube et ils accèdent directement à la page YouTube de la diffusion. Et là, ils peuvent participer au chat live et poser leurs questions. Sinon, je peux les recevoir par mail aussi. Donc, je le répète, info@akasharadiotv.fr. J'appelle? Oui, si tu veux. Alors, c'est donc info, c'est OK, arrobase, akasha, akasharadiotv.fr. Voilà. Super. Merci. Je te laisse la parole, Sorine. Pense à mettre ton image quand tu parles, parce qu'on t'a pas vu, puis c'est sympa de te voir. Donc, tu penseras C'est vrai, tout à l'heure. c'est vrai qu'on a changé de système, on est passé de Google Hangout à un système Skype, donc voilà, je prends jamais le coup de me montrer, donc voilà. Mais c'est surtout vous qu'on va voir, hein, Okay. pour cette émission, donc consacrée notamment à Dominique et Marie-Josée, et notamment ce livre aussi, le livre coécrit avec voilà, Dominique et Marie-Josée. Nous, on nous appelait Les Sauvages, qui est aux éditions Le Jour. T'as été trop vite, on a eu ça nous a donné, on a eu un petit peu de mal de l'air en voyant l'image, hein. Tu pourras nous la remettre un peu plus fixe tout à l'heure, tu t'entraînes, parce que ça pixelise un peu. Je peux faire mieux. Ok, donc eh bien, bienvenue à vous deux, super contente de vous accueillir en direct, donc Québec et France. J'espère qu'on va avoir pas mal d'écoute et de participation. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Sorine André, médium et psychosomatothérapeute. Donc tout ça, si vous voulez vous y intéresser, vous pouvez les voir sur les autres vidéos que l'on fait, puisqu'on a des émissions une fois par mois. Et puis pour aujourd'hui, on va s'intéresser donc à nos deux invités. Donc Dominique, alors moi avec l'accent français, ça fait Dominique Rankin. Mais ici, c'est Dominique Franklin, c'est ça? Yes. Et Marie-Josée Tardif, donc bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, pour nous présenter un peu, eh bien, homme médecine et femme médecine. Alors, Dominique est chef héréditaire algonquin, c'est ça? C'est ça. Et homme médecine. Donc, déjà, Dominique, est-ce que tu voudrais nous dire un peu la définition? Comment tu définirais homme médecine? Homme médecine est choisi depuis sa naissance. On le voit déjà à l'intérieur d'un jeune homme. Et à la suite, il y a eu beaucoup des initiations pour aller devant, étudier les plantes, le médicinal, étudier aussi le corps humain, les animaux et tout. Alors, on devient aussi porteur des objets sacrés. Et on fait partie dans cette mandat dans notre vie de vraiment travailler avec la médecine au niveau mental et aussi physique. Alors, je suis 50 ans d'études pour arriver là et je ne m'attendais pas du tout. Hein. Un bon matin, on m'a appelé et ils m'ont dit c'est maintenant qu'on te donne, on dit ça souvent chez nous, le 7e feu. Le 7e feu? Le 7e feu. Quand on reçoit le 7e feu, c'est par rapport parce qu'il nous redonne un autre calumet. Alors, je suis porteur de 7 calumets pour le restant de ma vie maintenant. Alors, je voudrais justement, ça me plaît que tu parles du 7e calumet et du 7e feu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 17-07
2017. C'est vrai. Très bien. Donc, en fait, quand on a vu cette date, on s'est dit, waouh, tous ces 7, c'est un chiffre, en numérologie, c'est un chiffre hautement spirituel. Et puis, tu vois, là, quand tu parles du 7e feu, je m'attendais pas à ce que tu le dis, je m'en souvenais pas. Et de ramener ce chiffre 7 avec la journée qu'on a aujourd'hui. Et je voulais vous partager aussi quelque chose qui s'est passé pendant le trajet. Donc, j'étais en passager et je regardais la nature, parce qu'on a peut-être 300 km de nature où on croise plus de villages. Et sur le côté, j'ai vu un petit maquois, un petit ours. Oh, bravo. Oui, alors un bébé, donc on s'est dit que la maman ne devait pas être loin, mais on roulait. Donc on n'a pas pu, et puis on n'allait pas descendre pour lui serrer la patte. Donc ça fait beaucoup de choses en venant de voir l'ours, puis après le chiffre 7 dont tu parles, c'est vraiment chouette. Merci. Ben, je fais partie dans les clans des ours. Moi. Ben justement, oui, c'est vrai. Alors, vous ne le savez pas, mais effectivement, tu fais partie du clan des ours et en voyant l'ours, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. Donc, et Marie-Josée, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Donc, tu es femme médecine et tout à l'heure, on verra un peu ton parcours si tu veux bien. Eh bien, moi, on va dire, je suis apprentie encore. Parce que tu vois, pour Dominique, ça a pris 50 ans. Ça aurait pu prendre moins, ça aurait pu prendre plus. C'est les années qui nous observent. Donc, pour moi, je me suis engagée sur ce chemin-là il y a quand même une dizaine d'années, il y a 10 ans. Oui. Tu je es sais toute jeune, je suis une jeune grand-mère, parce que chez nous, on porte le titre de grand-mère et de grand-père quand on nous reconnaît comme homme ou femme médecine. Puis si tu posais la question tout à l'heure par rapport à ce que ça veut dire homme ou femme médecine, je peux peut-être ajouter aussi que vous allez entendre ce mot-là, médecine, très souvent dans notre langage. Puis pour nous, la médecine, en fait, c'est tout ce qui va faire en sorte qu'un être humain est vraiment vivant. Et pour nous, un être humain, c'est pas qu'un corps physique. Donc oui, on peut faire des remèdes pour aider le corps, mais c'est beaucoup, beaucoup une médecine qui va s'intéresser à l'être humain pour son aspect cœur, esprit aussi. Ça, c'est ça un être humain, c'est global. C'est pas qu'un corps physique. Donc tout ce qui est médecine va permettre à l'humain d'être heureux, d'être bien dans sa peau, d'être vivant, juste très vivant. D'accord. Donc à quelle occasion on vient voir un homme médecine ou une femme médecine? Dominique, qu'est-ce que tu nous dirais? À quelle occasion, pourquoi est-ce qu'on vient voir un homme médecine ou une femme médecine? Et, ça dépend de la personne où elle est rendue dans sa vie. Il y a des fois, les femmes enceintes qui viennent nous voir, c'est jamais pareil. Hein. Des fois, c'est la fatigue, des fois, c'est le deuil. Et alors, nous, on va surtout regarder, c'est quand il y a eu beaucoup au niveau des émotions intérieures. Ça va créer aussi des problèmes au niveau de physique. On va avoir la peau, on regarde beaucoup la réaction de la peau. Et alors, c'est tout ce monde-là qui a besoin de nous. Ou des fois aussi, je vais dans les prisons. Ah oui? Oui, je vais dans les prisons parce qu'ils ont besoin au niveau psychologique de l'aide psychologiquement. Ils ont besoin parce qu'ils sont renfermés dans les quatre murs et tout ça. Il faut sortir l'esprit de là pour qu'ils puissent sentir comme c'était avant de ramener ces gens-là, comme de leur enfance. Alors, c'est beaucoup basé beaucoup au niveau aussi des maladies mentales. Aussi, alors, les enfants, il n'y a pas d'âge. Hein. Je reçois tout le monde. D'accord. Même les personnes âgées demandent beaucoup ma présence chez nous. C'est parce que j'amène quelque chose j'amène des fois mon tambour, juste chanter avec eux. Ça les ramène dans leur enfance, dans l'intérieur, tout ça. Alors, parce que ces gens-là, ils sont assez âgés maintenant, qui oublient. Hein? Et, alors, c'est tout le temps qu'ils me voient, c'est complètement un autre monde, avec un sourire, qui ont perdu le sourire. Tout ça. Alors justement, en fait, tu parles des maladies mentales et il y a une personne qui nous a posé une question. Nico, je ne sais pas si tu l'as sous la main, la question, parce que j'aimerais bien que tu la lises, sinon moi je vais la trouver. C'est bien, on revoit Nico. Coucou.
Coucou, c'est la alors je vais essayer de question retrouver la question, qui se et la pose une voilà. question. Et juste avant, Nico, je voudrais, parce que dans la question d'Estelle, elle pose la question en utilisant le mot chaman. Et pour nous, ça serait vraiment important, si c'est OK pour toi, de nous définir soit la différence ou pourquoi vous utilisez le mot homme médecine. Et c'est vrai qu'en France, souvent, nous, on entend beaucoup plus le mot chaman. Donc, je pense que c'est important de le définir. Je pense que c'est au niveau de l'éducation aussi. Dans notre histoire à nous, ça a été, on était bousculés par tous les changements aussi, le pouvoir. Et les hommes médecine, ils ont toujours travaillé. Et maintenant, quand le pouvoir est arrivé, ils nous ont dit, vous êtes de mauvais esprits si vous portez le mot homme médecine ou femme médecine. Ils ont dit, vous êtes des chamans. Ils dit, les chamans, c'est encore pire parce qu'ils voulaient faire peur à toute la famille, à tout le monde. Si vous regardez dans le dictionnaire, le mot chaman, ça veut dire des hommes qui travaillent avec de mauvais esprits. Alors, chez nous, c'est un peu... ça brise un peu l'image pas juste un peu, ça brise toute l'image de l'homme médecine, tous les savoirs que les anciens nous ont transmis. Et ils ne nous ont pas transmis de mauvaises choses, de mauvais esprits et tout ça. Alors, ils nous ont montré vraiment la liberté de l'esprit d'un humain dans la forêt, tu sais, parce que Donc, ça vient de la forêt. Donc c'était pour quelque part rabaisser le rôle de l'homme médecine. Complètement essayer d'abolir l'homme médecine. D'accord, qu'ils ont donné ce terme de chaman. Ben, en fait, ce mot-là, il appartient au vocabulaire de certains hommes et femmes médecine de Sibérie, si je ne me trompe pas. Dans leur langue à eux, c'est le mot qu'ils utilisent, probablement pour désigner ce que nous, on désigne par homme médecine, femme médecine, avec la même connotation. Mais ici, quand les missionnaires sont arrivés, ils se sont mis à les traiter de chamans. Alors ici, c'est très péjoratif, puis ça a pris vraiment le sens de sorcier, de quelque chose de très dénigrant. D'accord. Et puis quand, par contre, on va en Europe, parce que souvent on voyage en Europe, là, quand on entend le mot chaman chez vous, là, on sent que c'est complètement autre chose, puis parfois c'est trop idéalisé. Donc ça fait un peu l'extrême de l'autre côté, à l'autre bout du spectre. Et puis, ça ne nous plaît pas non plus parce que nous, notre travail, c'est vraiment d'aider la personne à être bien sur Terre. D'accord. D'être spirituel, mais dans ton corps humain, dans ta condition humaine et d'aimer ta condition humaine. Et ça, c'est vraiment agréable quand vous dites ça, que c'est dans la condition humaine, dans le cœur et dans le corps. Et ça rejoint aussi la pratique que je peux faire de mon côté en psychosomatothérapie, puisque pour nous, c'est important d'être unifié, que ce soit les émotions, le corps physique, l'esprit et la spiritualité, tout ça est dans la même enveloppe terrestre en fait. Donc j'aime beaucoup pouvoir... ça fait des points communs, c'est chouette. Alors Nico, merci. Je veux bien, si tu peux nous lire la question d'Estelle. Alors voilà la question. Alors bon, en parlant doucement, je prépare un documentaire... Très bien. Alors c'est une question d'Estelle. Je prépare un documentaire en lien avec chamanisme et psychiatrie. Et j'aimerais savoir comment eux considèrent les gens dits fous, plus précisément atteints de troubles psychotiques, et quelles sont les méthodes utilisées pour les guérir dans leur culture. Est-ce que le chamanisme peut être efficace? Un grand merci et un grand Hugues. Un grand Hug, pas Hugues. Elle a voulu dire Hug, je pense. Ouais, Hugues, un grand Hug. C'est que moi, je prononce à l'auvergnat, tu sais bien. Oui. Alors, la question, c'est comment tu peux aider une personne qui a des problèmes au niveau psychiatrique? Il y a des mots différents qui n'existent pas dans mon langage, comme fou. Il n'y en a pas chez nous. Tout le monde ils ont des problèmes au niveau mental, soit fatigué et tout ça. On ne regarde pas la maladie. La maladie. La maladie n'existe pas chez nous. Par contre, la guérison il existe. Alors, on ne va jamais identifier le cas de la personne
Et surtout, on va travailler, surtout, on va parler beaucoup sur la guérison, comment il peut s'en sortir. Je donne souvent mon exemple à moi, parce que j'étais dérangé moi aussi psychologiquement dans mon histoire et tout ça. Alors, je vais parler surtout de moi. Je pense que la force est là aussi parce que la personne qui est prise dans cette identification de sa maladie, je pense que moi aussi, je deviendrais plus fou. Et j'ai pas on n'a pas ces trucs-là. Quelqu'un qui est pris dans la fatigue qu'on dit chez nous, c'est même pas une maladie. Alors ça vient de loin. Il faut regarder en arrière plus loin possible de ses ancêtres et tout ça. On va suivre le cheminement de côté sa grand-père ou grand-mère ou papa et maman. Et quand on arrive à la personne, c'est un peu, on va dire que c'est plutôt entre nous, on va dire cet homme-là ou cette femme-là, il est fatigué de te faire dire qu'il est fou, qu'il est dérangé son esprit. Mais c'est peut-être aussi, c'est trop pour eux que quand on dit à quelqu'un qui est dérangé. Et alors, c'est surtout là, ces gens-là sont sensibles, sont très, très sensibles. Alors, il faut aller vraiment délicatement. Et comme j'ai dit, moi, c'est plutôt, je vais m'identifier que j'ai eu ce problème au niveau de ma santé et tout ça, que ce soit physique ou mental. Et j'ai des bons arguments pour eux parce que mon histoire ressemble, ça touche à tout le monde, en fin de compte. C'est une faiblesse qu'il y a eu à un moment donné dans des rêves, des mauvais rêves, tout rentre en même temps, ou juste une question des gens qui se disputent ensemble très, très violents. Alors, sont plus sensibles et ils vont se sentir attaqués. Alors, c'est là qu'on va plus parler de la douceur. Je les emmène pas les gens en ville, je vais essayer de les emmener dans la forêt. C'est là qu'il y a de la vie, ou bien au bord de petits ruisseaux, ou bien sur la montagne. Il faut qu'ils soient enveloppés, ces gens-là, vraiment dans la médecine douce. Parce Alors, que si là, actuellement, quand on voit des personnes que nous, on appelle fous ou qui ont des problèmes psychiatriques, c'est vrai que, par contre, ils vont souvent être enfermés, mis dans une boîte, on pourrait dire, hein, dans une chambre bien fermée. Et là, on voit que toi, tu as une autre manière de faire. Quelque part, c'est le retour à la nature. C'est qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Si on les renferme dans un hôpital, dans un endroit psychiatrique, puis j'en ai déjà vu de monde comme ça. Et je suis allé les voir et je voulais voir vraiment la façon comment eux, ils sentaient à l'intérieur. Leur réaction quand ils m'ont vu, c'était peu pareil. C'était peu pareil avec l'allure que j'ai encore aujourd'hui. Et on voit comme ça dans les gens qui sont ils sont mis dans une prison fédérale, ça peut être ça aussi. Alors, il y a un petit peu des jugements envers les humains. Quelqu'un qui est traité psychiatrique, il y a du jugement un peu là-dedans au niveau des humains. Et chez nous, on l'accepte comme il est. Tu sais, Il y a une chose aussi que ça fait 10 ans que j'observe, que je regarde un peu comment ça se passe quand Showmiss, c'est comme ça qu'on l'appelle, j'aime moins dire Dominique. D'accord? Showmiss, ça veut dire grand-père, mais c'est le signe de reconnaissance aussi de qui il est. Donc quand je l'observe depuis toutes ces années, je me rends compte de plus en plus de ce que ça signifie, mon propre entraînement à moi, à devenir femme médecine. Et quand je le vois face à une personne en détresse, qui vit une période de déséquilibre, je constate que son propre équilibre, sa propre force intérieure donne le cap à la personne devant. Si lui va dans un hôpital psychiatrique, par exemple, tout de suite, tu vas voir le regard des personnes
soi-disant malade se tourner vers lui. Il y a tout de suite quelque chose qui s'instaure avant même qu'on commence à parler, ou quand la personne, comme un vrai homme médecine ou une femme médecine qui a été entraînée depuis des années, se place devant l'autre. Puis c'est un peu le même phénomène que j'ai observé quand il va être devant un animal, par exemple. Oui. C'est impressionnant, les animaux, ils se tournent vers lui. Donc, c'est ça l'entraînement qu'on reçoit, c'est que plus toi, tu deviens un bon intervenant, en fait, c'est parce que toi, tu as travaillé sur toi-même, toi, tu as trouvé le silence, toi, tu as trouvé la paix à l'intérieur, un enracinement fort, et puis toutes les autres personnes le ressentent, et en particulier les personnes qui ont besoin d'aide. Donc, tout le travail, c'est toi qui dois le faire en premier. Quelque part, en fait, là, nous, on communique avec des mots, on essaye de se comprendre et d'envoyer un message, mais il y a une autre forme de communication qui est avec l'énergie, finalement, avec ce qu'on émane. Et ce qu'on émane provient de ce qu'on a travaillé à l'intérieur de soi. C'est pas... il y a peut-être une part de destin dans tout ça, des prédispositions qui sont déjà là au départ, mais il y a vraiment un entraînement. Ce qui nous concerne, c'est vraiment... Choumis a passé des années à se faire cadrer, rattraper par les aînés qui n'étaient pas contents de telle chose. C'est pas juste du blabla, hein. Des fois, ça peut être vraiment très, très dur. Puis des jeunes qui se font pour les hommes sur des plateformes au sommet des arbres. Alors justement, je voulais demander, alors moi, comment est-ce que je dois t'appeler du coup Choumis, Dominique Choumis. Ok. Donc, eh bien justement, par rapport à ton parcours et ce que tu as pu traverser, à partir de quel moment, parce que tu dis on est choisi par les aînés, hein, c'est ça, mais est-ce que c'est parce qu'on est choisi qu'on doit dire oui, ou est-ce que tu dois accepter? On doit l'accepter. Ouais, et t'as le choix. est-ce que tu as le choix ou pas? Où est-ce que je suis rendu, moi, si vous parlez de plateforme, j'avais tout le choix là. Okay? Je suis rendu dans une étape. Au début, oui, tu as le choix. Alors voilà, au début, puis après tu nous racontes oui, la puis plateforme. Non. D'accord. Oui, puis non. C'est vrai. Alors, moi, j'ai grandi parce que je suis un homme un peu chanceux. Je ne suis pas comme les autres enfants. Et à cause de ma naissance et tout ça. Alors, quand les aînés, les grands-mères et les grands-pères, ils m'ont vu, ils ont dit entre eux, cet enfant-là, on va le protéger. Depuis que tu es né, tu veux dire? Depuis que je suis aîné, parce que j'étais un enfant... Alors, ne raconte pas tout, parce que ça, j'aimerais bien que si vous avez envie de savoir ce dont on parle, eh bien, vous pouvez vous procurer le livre que Marie-Jo et Choumis, c'est bon, je vais y arriver, ont écrit. On nous appelait les sauvages. Nico, tu peux le mettre, mais ne bouge plus pendant au moins longtemps. Super, ne bouge plus. C'est parfait. Parfait. Non, ne bouge plus. Ah non, voilà, parfait. Parfait. Ne bouge plus maintenant. Alors, on nous appelait les sauvages. Est-ce que tu connais la maison d'édition? Alors, c'est la collection, c'est la maison d'édition Le Jour, mais ça appartient à la grande famille des éditions de l'Homme au Québec. Donc, c'est une très bonne maison d'édition qui est très bien distribuée en Europe et bien sûr au Québec. Donc, dans toute la francophonie. S'ils ne l'ont pas chez votre libraire, vous le commandez, puis en 2 jours, c'est chez vous. Donc, oui, vraiment, on l'a facilement, on trouve très facilement, très même facile. Sur Internet. Et on est fiers d'annoncer aussi que maintenant, il est en italien, en Italie. Il vient tout juste de sortir en italien. Ouais. En italien. Oui. Génial. Merci Nico, c'est bon. Je te vois, tu bouges plus, mais c'est parfait. Voilà, donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à ta naissance, on n'est pas là pour raconter le livre, on est là quelque part pour vous donner aussi envie de découvrir un peu plus les choses par vous-même, parce que pour moi, c'est important de faire son parcours. Et donc peut-être qu'en lisant le livre, vous allez lire avec votre lecture, votre interprétation. Et c'est mieux que ça soit chacun qui le lise. Puis si vous avez envie après de rencontrer Marie-Jo et Choumis, j'y arrive, hein, et bien vous pourrez le faire parce qu'ils ont l'occasion de venir en Europe 2 fois dans l'année, au moins 1 ou 2 2 fois. Et puis si vous êtes au Canada, alors là ils sont accessibles aussi. Hein. Donc en allant sur le site internet de de Kinawatt, on mettra toutes les infos. Ou sinon, vous le voyez sur Facebook, je les ai identifiés. Vous aurez aussi toutes ces informations-là.
Voilà. Donc, et on va avoir l'occasion aussi. Je le mettrai en, Comment? voilà, je mettrai les infos en description de la vidéo. Hein. Je les mettrai en plus bas de la vidéo sur YouTube en description. Parfait. Ok, c'est super. Donc, on va pas vraiment raconter le détail de ce qui s'est passé à ta naissance, puisqu'il s'est passé des choses quand même assez impressionnantes. Donc déjà, dès le départ, on t'a protégé, ou en tout cas, on a dit que tu étais un enfant particulier, c'est ça? Oui, c'est. Alors, tout le cheminement, j'ai pas pu vivre comme d'autres enfants. Hein, Oui. ils jouaient au hockey, ils jouaient au niveau du sport, ils étaient toujours dans la. Mais dans l'étude, peut-être qu'aujourd'hui, je vois ça, c'est comme une étude, mais là, dans mon temps, je vivais dedans. J'étais dedans dans la médecine. À l'âge de 12 ans, j'ai donné la naissance à un beau petit garçon. Et l'accouchement et tout. Alors, c'est des Ce qui étapes veut dire, comme c'est ça que que je c'était pas son bébé, hein? Non, j'ai compris. C'est- Tu as ça- participé à... Ça faisait partie de son Ah entraînement. oui, wow. De Ouais, commencer ouais. déjà aussi à aider aux accouchements, parce qu'il faut s'imaginer, dans la forêt, il n'y avait pas d'hôpitaux, il y avait Mais pas oui. donc il fallait savoir tout faire, c'était ça l'entraînement. Donc on pouvait accompagner une personne sur le plan psychologique, par exemple, mais les besoins criants, c'était les accouchements, les blessures graves. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est que aujourd'hui, dans le monde moderne, on n'est pas contre la science, on n'est pas contre les hôpitaux, tout ce que la science a mis en place, c'est bien. Il y a des maladies, ça, je trouve ça intéressant quand Chomsky le mentionne, il dit il y a des maladies modernes pour lesquelles les remèdes ne peuvent pas grand-chose. Et puis là, à ce moment-là, on se considère comme complémentaire à ce que la science peut apporter. Bien sûr. Mais c'est important que tu le précises quand même, qu'on Oui. ne comprenne pas autre chose. Oui, parce que parfois, ça, je le constate, les gens pensent que nous, on se pense meilleur que ce que la science a amené, mais non, c'est un mariage à faire entre le moderne et puis toutes les sagesses des premiers peuples là, qui est hyper important. Mais c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait quand je vous ai rencontrés, parce que j'ai fait un stage au mois d'avril, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est votre naturel, simplicité. Et puis, Choumis, toi aussi, tu as vraiment c'est comme si tu étais un enfant à l'intérieur. On a toujours l'impression que l'enfant est là, et c'est toujours joyeux. Même si tu racontes des choses profondes, on sent aussi que l'enfant, il est toujours présent. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire découvrir ces deux personnes. Et puis votre complémentarité à tous les deux, parce que c'est vraiment agréable de vous voir ensemble. Alors, j'aimerais te poser une question, Marie-Jo, aussi. C'est comment on a... Parce que tu dis, ça fait 10 ans donc, que tu es apprentie, c'est ça? Apprentie femme médecine, mais comment on arrive là? Alors, comment ça se passe? On arrive là par surprise. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu lui as posé lui-même la question, est-ce qu'on choisit ou on choisit pas, il a dit oui et non. Je comprends ce qu'il veut dire parce que ça m'est arrivé aussi après. Puis après, je l'ai vu aussi survenir chez d'autres personnes qui ont été désignées pour prendre la relève. Dans mon cas à moi, je m'intéressais beaucoup à ces traditions-là. Mais moi, toutes les traditions spirituelles m'intéressaient à cette époque. Je sentais intuitivement, il y avait quand même un appel. Puis c'est beau parce que quand je repense, parce que j'écrivais beaucoup mes rêves, par exemple, la nuit. Puis quand je repense à des rêves que j'ai faits des années avant que les aînés viennent me chercher, je m'y préparais. Je sais maintenant que je me préparais à ce qui s'en venait dans ma vie d'énorme. Je rêvais vraiment... il y avait des signaux. Oui. Mais par contre, quand c'est arrivé, moi, j'aimais aller aux cérémonies amérindiennes, mais sans plus, je savais même pas ce que ça signifiait d'entrer sur le parcours d'un homme ou d'une femme médecine. Je n'avais aucune idée comment l'un était choisi et pas l'autre. Puis ce qui s'est produit, c'est qu'un beau jour, on m'a convoqué. Choumis, il m'a juste dit les aînés veulent te remettre un objet sacré. Je pensais que ce serait peut-être un petit bâton de parole, quelque chose de simple. Et
Et là, ben, c'est la journée dans ma vie où c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. C'est vraiment, pour la plupart d'entre nous, là, ce que j'ai observé après chez les autres, c'est la même chose. C'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'il dit oui et non, c'est que c'est tellement gigantesque quand on t'annonce qu'on t'a observé pendant des années et que les aînés ont discuté entre eux et qu'ils se sont dit que c'était ton chemin. Ah oui. Donc, en fait, c'est oui et non parce que t'es pas capable de dire oui, t'es pas capable de dire non, t'es capable de rien dire, t'es tellement en état de choc que... Moi, en ce qui me concerne, il y avait une partie de moi qui était honorée, c'est sûr. C'est comme si ces aînés-là avaient vu ce qu'il y avait dans le secret de mon cœur, sans que je le sache pendant des années, ils voyaient ça à l'intérieur de moi. Ils savaient que ça me correspondait, ils avaient raison. Mais il y avait toute l'autre partie de moi qui se disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas ton choix. Pour toi, en fait, tu n'as pas grandi dans la tradition amérindienne. Non. Parce Et puis, y a à l'époque, ce choc. je suis comme plein de Québécois qui sont issus de nombreux mariages entre Français et Amérindiens au Québec. On commence à peine à ouvrir cette belle boîte de souvenirs chez nous parce que pendant longtemps, c'était tabou d'être amérindien, d'avoir un ancêtre amérindien, on se le cachait. Donc, moi, je m'en doutais, mais personne n'en parlait dans la famille. Et ce sont les Amérindiens eux-mêmes qui l'ont vu en moi avant même que moi, je me l'admette. D'accord. Eux, ils ressentaient cet esprit-là à l'intérieur de moi. Ils voyaient que j'avais cette fibre-là. Et après, quelqu'un m'a offert un jour mon arbre généalogique et là, j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'ancêtres autochtones que je pensais. Mais c'est un esprit qu'on recherche chez une personne. Puis t'es pas obligé d'avoir du sang amérindien pour devenir homme ou femme médecin. Non, mais là, c'était quand même assez étonnant que tu te sentes attirée, puis qu'après, eux sentent que tu avais des racines amérindiennes, et puis après, que la généalogie te prouve que, en fait, oui, c'est vrai. Et même après, parce que Chemis a mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a parlé des maladies psychiatriques, oui. Il a mentionné que parfois, il faut aller chercher chez les ancêtres. Tout à fait. Oui. Il a mentionné ça. Puis plus j'avance, plus je ressens que pour chacun d'entre nous, il y a des lignes de force ancestrales. Mes frères et sœurs sont moins connectés à l'esprit amérindien que je peux l'être, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on a une mémoire génétique à l'intérieur de nous, mais il y a des lignes de force qui nous lient plus à certains ancêtres qu'à d'autres. Ça, je l'observe chez les gens. Je pense qu'en psychogénéalogie, on commence à le comprendre. La science commence à connaître pas mal comment ça fonctionne aussi, la mémoire dans les gènes. Et ce qui est très étonnant, c'est que après que tout ça se soit produit, des années plus tard, à un moment donné aussi, j'ai appris que le tout premier ancêtre français qui est arrivé au Québec, qui s'appelait Olivier Le Tardif, là, j'ai plus le Le devant, oui. Ben, je ne le savais pas, mais il est parti à l'âge de 15 ans de Honfleur en France, parce que les adultes autour de lui avaient décidé qu'il deviendrait un interprète pour Champlain en langue amérindienne. Donc, on l'a envoyé à l'âge de 15 ans chez les peuples Inuits, puis ensuite chez les peuples algonquins, pour apprendre les langues et devenir... Ça me fait des frissons, voilà. Ce que tu dis, c'est Et ce qui drôle. est très étrange, on s'est rencontrés en Normandie. Oui. Et où est-ce que j'amenais toujours Chaunis quand on avait 1 ou 2 journées de libre? À Honfleur. Oh, c'est fou. Et ça, tu l'as appris bien plus tard. C'est émouvant de découvrir Donc, tout ça. si ça s'est produit pour moi, ben, ça se produit pour tout le monde, j'en suis convaincue. On a cette ligne de force-là avec certains de nos ancêtres, et puis on ne sait pas, mais on est en train de résoudre ou de poursuivre quelque chose. Ça, je l'observe aussi chez les gens. En psychogénéalogie, c'est quelque chose que l'on voit, et moi aussi dans ma pratique de médium, c'est quelque chose que je peux voir, sentir en fait sur des résolutions qu'on a à faire par rapport à la généalogie dans laquelle on arrive. Donc l'arbre, la génétique ou les cellules, on peut mettre les mots qu'on veut finalement, mais on se retrouve au final à un moment donné. Donc tu disais, Dominique, on choisit mais on ne choisit pas. Alors moi je me demande, et la question est peut-être pour vous deux, est-ce qu'on doit donner une réponse quand on est appelé? Parce qu'on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. En même temps, il y a l'enseignement qui commence, mais est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné?
C'est quoi ce parcours-là? Et dans notre philosophie, et on ne peut plus arrêter. On ne peut plus arrêter. Et c'est tous les jours, on apprend même encore, aujourd'hui, j'en prends encore des nouvelles choses. Oui. Et quand je rencontre un autre aîné, ou quand on se réunit, il me dit c'est bien ça. Alors, il y a toujours du nouveau qui rentre tous les jours. Pour moi, c'est important de suivre tout le long de ce truc-là, de nouvelles choses, parce qu'il y a des nouvelles maladies qui rentrent et on se discute, bon, on fait quoi avec ça, là? Que ce soit physique et d'où ça vient ces trucs-là. Alors, nous, on va se baser tout de suite, il faut que l'homme médecine aussi apprenne à faire des remèdes, de médecine et tout ça, des plantes et aussi des parties des animaux. On peut mélanger. Si j'ai une opération à faire, c'est sûr qu'il va falloir que je remplace ce qu'on appelle aujourd'hui la pénicilline. Alors, il faudrait que je trouve aussi pour que la médecine soit forte au niveau pour calmer la douleur de quelqu'un avant que je le touche, avant de faire l'ouverture, de couper et tout ça. On n'a pas de bistouri, nous, là. C'est tout fait avec des... C'est très, très tranchant. C'est des os qu'on purifie aussi, qu'on va... Et, comment on dit ça? Les passer dans l'eau chaude, et tout ça, vraiment, là, pour stériliser. Oui, je cherchais aussi. C'est ça, stériliser tous les instruments. D'accord. Alors, on travaille beaucoup avec des pierres chaudes aussi. Alors... Est-ce que vous allez dans les super modernes aujourd'hui, Oui. avec les pierres chaudes, disons que c'est quelque chose de très dissous par rapport à ce qu'on fait vraiment avec les pierres chaudes dans la médecine traditionnelle. Ça vient des Amérindiens, cette technique. Ah oui. Donc, il y a beaucoup, vous utilisez en fait tout ce qu'offre la nature. Tout. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans le stage qu'on a fait en avril. C'est quelque chose que tu as dit, Marie-Josée. C'est que, en fait, quand vous avez coécrit le livre, il y a quelque chose qui t'a étonné, c'est qu'en fait, finalement, dans la nature, on n'a pas besoin d'aller au supermarché pour aller acheter quelque chose, puisque on a tout à disposition dans la nature. Donc là, c'est un peu ce que tu nous dis, on a tout est présent dans la nature. Ouais, gratuit. Enfin, pour peu qu'on soit dans la nature gratuite. Mais parce qu'en centre-ville, il faut voir. Tu sais, on est entraîné pour être vraiment rester toujours calme. Alors, l'histoire de la plateforme où j'ai passé des jours et des jours. Alors, comment est-ce que, alors justement, par rapport à la plateforme, comment est-ce que tu en es arrivé? Parce que la plateforme, moi je vois très bien de quoi tu veux parler, mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse comprendre. Donc, comment, déjà, avant d'être sur la plateforme, comment on t'envoie sur cette plateforme? Comment on te présente la situation? Premièrement, ça commence avec des aînés pour vraiment me parler aussi, parce qu'il faut qu'ils me donnent des enseignements, comment je vais pouvoir résister en haut. Là. Toutes les informations rentrent avant de monter. Alors, parce que je fais une petite parenthèse. Laisse-moi dire, c'est juste ça, parce que c'est important que les gens sachent, c'est sans manger et sans boire. C'est pour ça que ça demande. Mais justement, en fait, avant ça, même, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on t'envoie sur la plateforme. À quoi est-ce que ça sert? Il n'y a personne qui m'envoie là. Okay? Alors, chaque homme médecine, pour devenir homme médecine, il faut que tu ailles chercher quelque chose de solide et de ne pas reculer. Même s'il y a des grosses émotions, je ne dois pas prendre les émotions des autres. Alors, moi, j'ai choisi parce qu'il y a un aîné qui m'a parlé de ça, qui est passé là. Okay? J'ai dit, c'est ça que je veux. D'accord. Alors, c'est très, très, très haut, 85 pieds, je ne sais pas. On va dire 20 mètres à peu près. 20 25 mètres. C'est très haut, puis c'est sur la montagne en plus. Et sur un arbre, complètement en haut d'un arbre. Et c'est 12 pieds par 12 pieds, carré. 3 mètres par 3 mètres. Ouais, c'est 4 tout. mètres. 4 mètres par 4 mètres. C'est tout. D'accord. Alors c'est là, il faut vivre sans
manger sans boire, et aussi confronter le froid, le vent, torse nu. Hein, torse Ah, c'est nu. torse nu? Ah oui, torse nu, c'est le seul Donc, que avant j'avais, c'est l'être. un bandeau, c'est tout. D'accord. Avant l'être, tu peux pas descendre, sinon c'est Non. terminé, sinon Non. l'expérience est terminée. Ouais, c'est une... Moi, j'avais besoin de ça. J'ai senti que j'avais besoin de ça D'accord. avec mon histoire, l'histoire du livre, on vous appelait les sauvages, c'est parce que j'ai eu beaucoup de choses que j'ai dû confronter ça pour reprendre qui je suis. Je suis qui, moi? Mhm. Alors, j'ai tout appris ça en haut, à combattre le froid. Ma première semaine, j'étais fou. C'était, je pleurais, je criais. Puis, moi, je suis danseur, avec la crâne de bison sur le dos. Puis là, il faut que j'en batte, il faut que j'avance tous les jours. Je mettais la crâne, puis je dansais alentour. Puis j'avais aussi la médecine pour mettre sur mon visage, créer un autre personnage, être plus fort encore, parce que c'est pas du camouflage, là, c'est surtout l'esprit que j'ai besoin. Un exemple, un peuple rouge. Quand on dit le peuple rouge, c'est la force de ton sang. Alors je prenais la pierre rouge et je me mettais tout ça sur mon visage, sur mon corps et tout. Alors j'ai confronté la pluie, Mhm. froid, et c'est le seul temps que je pouvais boire aussi. Alors, Pour boire, tu récoltais l'eau de la pluie, Sans je me récolter. couchais. sans récolter. Non, je recevais ça. Et je couchais, puis la bouche ouverte. Ah. Mais il ne faut pas que je remplisse ma bouche non plus, parce qu'il y a du danger de déchirer à l'intérieur. Alors j'en valais de petits peu. D'accord. Mais j'ai appris de prendre le temps de vivre, Mhm. de prendre le temps de goûter les souffrances. Et on doit tout saisir ça. Tu sais, et d'être capable de dire, OK, c'est bien, c'est terminé, j'ai eu mal, j'ai eu ça mentalement, j'ai eu plein de viols. Et alors ça a tout passé là. C'est tout en haut, là. Je n'ai pas redescendu avec ça. Mhm. Alors ça m'a pris 21 jours sans boire et sans manger. Alors, quand j'ai passé la première semaine, je suis devenu un autre, l'esprit de qui j'étais, l'ours, aigle, c'est tous les animaux forts, les bisons. J'avais des bisons blancs dans ma tête, c'est tout ce que je voyais, côté spirituel. Tu sais. Je voulais rester debout. Et oui, c'est sûr qu'il y a eu des moments où j'étais complètement écrasé par la fatigue ou par la violence que j'ai créée moi-même à l'intérieur. C'est tous ces trucs-là, il a fallu que je l'enlève pour... après 21 jours, j'ai été reçu par 43 grand-mères. Mhm. C'est peut-être ces autres qui m'ont mis mes 2 pieds sur la terre. Alors j'ai appris aussi de ne jamais quitter les deux pieds de la terre. Tu sais, Oui. Alors marcher, puis ils m'ont fait marcher, ils me tenaient, puis j'ai marché, mais j'ai eu beaucoup de misère. Et, mais j'étais très bien avec eux. Entendre la voix d'une grand-mère, 43 enseignements. Les Chacun grand-mères- t'a donné un enseignement à l'issue de... Oui. Oui, parce que j'avais besoin aussi de comment comment je vais parler à une femme, et, comment je vais pouvoir soigner une femme, et comment, c'est quoi le respect. Alors, ils m'ont tout donné ça. J'avais 43 lignes sur mon visage, partout sur mon corps, mes mains, mes orteils, tout, même en arrière. J'ai passé des bons moments et puis je suis content de passer ces trucs-là parce que il n'y en a pas beaucoup, des hommes de médecine qui ont passé par là Et au ça, Canada. la première fois que tu l'as fait, tu avais quel âge? Et j'avais 58 ans. Non, ça c'est la Non. dernière Ça, fois. c'est la dernière. dernière. La Oh, la première. première fois, oh, j'avais peut-être un entour de 33, 34 ans. Ça, D'accord. c'est la première plateforme. Mhm. OK? Puis, alors, C'était pas on aussi va là. long. Pardon? C'était moins Non, c'est pas long. Il y a toujours un aîné qui est là, qui donne les enseignements.
Et je peux passer peut-être une semaine D'accord. sur la plateforme, mais la plateforme est bas, hein. D'accord. Et à chaque fois, on montait. Puis, Donc la dernière que tu as faite, c'est celle-là qui faisait j'ai 33 fois que j'ai embarqué sur la plateforme. 33 fois. 33 fois que là, j'étais en haut, là. Ah oui, 20 Et mètres. là, en haut, là, c'était le seul que je voyais, c'était les aigles. Hmm. Il y en avait des aigles. Puis j'avais juste une sifflet Oui. de mon cou. Puis c'était la patte de aigle que je sifflais. Puis le matin, il arrivait. Ah oui. Alors ça, c'est pour me donner encore une nouvelle vision, tu sais, de passer... mais c'était un bon moment, je n'oublierai jamais. Tu ne peux pas oublier ça. Et j'avais besoin de ça, moi, pour vraiment pas effacer, là, pour régler mes affaires personnelles. Premièrement, on va aider les autres, il faut se regarder en bas. Bien sûr, ça c'est important. Alors, Et ça, je veux juste faire une pause sur ce que tu viens de dire. Avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et souvent, dans les entretiens que je peux avoir, ou même pour moi-même, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir aider l'autre, essayer de sauver l'autre, en faire plus pour l'autre, alors que peut-être qu'on serait bien plus efficace si on faisait chacun pour soi-même, et ensuite on peut s'accompagner les uns les autres. il faut prendre le temps. Il y en a qui donnent trop. Mhm. Il faut recevoir aussi. Oui, C'est ça qui est important de recevoir. Et pas tout donner, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à donner. bien sûr. Alors, c'est toi qui... Et puis tu ne peux plus te donner à toi une fois que tu as C'est ça. trop donné aussi à l'extérieur. Ouais. Quand j'ai écrit le livre, j'en parle souvent dans les stages, je ne sais pas si je l'avais raconté au tien, mais il y a une phrase, tu sais, quand tu es en train d'écrire, c'est comme si on redigère toute l'histoire. La façon dont on procédait, c'est que j'en avais un plan de travail. Le matin, je posais quelques questions chimiques, je prenais des notes, ensuite il partait, puis je rédigeais. Puis quand je rédigeais, ben, toute l'histoire passait à travers moi, puis il y a des moments où je pleurais. C'est quand même une histoire assez forte et touchante, là, quand même, par moment. Et il y a un épisode où son père, on racontait que son père amenait Showbiz quand il était petit en canoë, tout seul, puis Avec il continuait. Ouais. Non, avant l'ours, Avant? juste pour lui apprendre la vie en forêt, tout ça. Puis quand son père lui apprenait comment on met en place un camp de survie. Tu sais, quand on est en déplacement, bon, ben, il faut avoir tout de suite de l'eau, du feu, un abri. Voici ce que tu as à faire pour être bien. Puis son père lui répétait toujours « donne-toi tout ». Ah oui, oui, tu l'as dit, je l'avais oublié. Ça, cette phrase-là, « donne-toi tout », quand j'avais à la redigérer et à la retranscrire, parce que ça appuyait sur toute la programmation inverse que moi j'avais reçue, Bien sûr. La programmation judéo-chrétienne qui te dit il faut faire sacrifice, il faut travailler dur, il faut surtout pas gagner trop parce que puis donc voilà toute la programmation qui tombait. Et puis ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, tu sais, quand la vie dans la nature, c'est ça qui m'avait frappé parce que autrefois, ben, tu n'avais pas à te soucier de est-ce que je vais être capable de payer mon loyer à la fin du mois, est-ce que je vais être capable de me nourrir. Tout l'esprit dans lequel on s'est mis à vivre, les Occidentaux, qui est toujours une espèce de course pour gagner si peu, à moins d'être né peut-être sous de bons auspices puis avoir une fortune familiale ou quelque chose comme ça, mais la grande majorité d'entre nous, on est toujours dans une peur profonde Et de manque. Et le terme de gagner sa vie, je le trouve insupportable. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait gagner sa vie? On est en vie, on n'a pas besoin de la gagner. Et ce terme-là, à chaque fois que j'entends, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on l'utilise d'une autre manière sans penser à ce qu'il veut dire profondément. Alors que si on retourne toute la chose, on s'imagine qu'on vit dans la forêt, que tout est accessible pourvu que tu respectes les choses. Ben, tu as le droit de tout te donner, et puis après, tu peux redonner aux autres. Mais quand on dit ça, c'est pas l'appât du gain, c'est juste l'amour de soi. Ouais. C'est juste ça, la bienveillance envers soi-même, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, puis de la nature aussi, parce qu'ils apprennent très très vite à prendre soin du territoire. Oui.
Et justement, donc moi je suis tombée de haut, ça m'a beaucoup bouleversée aussi de lire le livre, d'écouter, il y a un témoignage sur YouTube que j'ai pu entendre de toi, hein, qui parle de ce qui s'est passé quand les missionnaires sont arrivés pour prendre tous les Amérindiens, enfin les enfants amérindiens et les mettre dans les pensionnats et entre autres leur faire subir beaucoup de brimades, des violences physiques et sexuelles aussi, hein, comme tu as pu l'énoncer. Et bien ça, je me suis dit, mais je dormais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Je ne savais pas. Je suis tombée vraiment de haut, alors que je savais pour d'autres endroits du monde, mais je n'aurais pas imaginé. Et surtout, ce qui m'a choquée, et j'espère qu'un maximum de personnes pourront lire le livre vraiment parce que ça vaut la peine. En plus, il se lit très vite, c'est agréable à lire. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est que le dernier pensionnat, il a été fermé dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 1996. 96, je crois que c'était 85. 96. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en 2017. Ça veut dire qu'il a été fermé il y a 11 ans, c'est tout. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Oh là là. Je ne suis pas très forte en mathématiques, mais à peu près 20 ans. Donc moi, ça me choque. Et puis, j'ai appris toute cette histoire. Sorine. Oui, tout à fait. Oui, juste une question. Voilà, est-ce qu'en 96, est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de poursuites judiciaires par rapport à la dernière fermeture? Est-ce que c'est pas tout à fait comme ça. Alors, ce qui s'est produit, c'est que d'accord. Il y a eu un moment où certains Amérindiens se sont... Ben, c'est un long processus, premièrement. Pendant très longtemps, les Amérindiens eux-mêmes qui avaient été victimes des pensionnats se le cachaient, ne voulaient plus en parler, c'était trop douloureux. Donc, il y a eux qui ont commencé tranquillement à faire ce processus pour eux-mêmes. Et il y a eu un moment où là, ils ont commencé à se regrouper avec certains Amérindiens qui étaient devenus avocats. Et moi, je pense que le Canada était un bel exemple pour ça. On n'est pas toujours un bon exemple dans le monde, mais pour ce qui s'est produit par la suite, c'était quand même bien. Alors, ils ont voulu faire un recours collectif. Est-ce que vous dites la même chose en France? Oui, je pense, oui. Donc, on se regroupe ensemble pour faire une poursuite judiciaire. Ils ont présenté le recours collectif contre le gouvernement du Canada et c'était le plus gros recours collectif de toute l'histoire du Canada. Donc, le gouvernement se retrouvait avec une dette éventuelle de plusieurs millions, si ce n'est pas des milliards de dollars, en vue. Et donc, là, il y a eu une négociation et ils se sont dit, on va faire en fait une commission de vérité et de réconciliation. Donc, ce n'était plus un recours judiciaire, ça a été une décision qui a été prise ensemble. Le gouvernement a dit, d'accord, on va mettre sur pied cette commission, on va donner beaucoup d'argent, quand même probablement moins que ce que ça aurait coûté si tout le monde avait fait des poursuites. Mais si tout le monde avait fait des poursuites, chaque individu se serait retrouvé dans un labyrinthe de procédures, ça aurait été difficile. Et puis à revivre encore parler de l'histoire et peut-être que ça Il c'est y a des eu douleurs en beaucoup plus. de rencontres entre nous aussi pour vraiment prendre la décision dans quelle direction on va. Est-ce qu'on va dans la justice ou bien on va essayer de régler pour toujours, pour que ça ne revienne plus pour les futures générations. Oui. Alors c'est là qu'on a décidé de faire la commission de la vérité et de la réconciliation. Mais ça c'est extraordinaire, je coupe un instant parce que ça m'a percuté en fait ce que tu dis, c'est-à-dire que pour les générations futures, soit on va chercher la justice, soit la réconciliation. Et souvent, quand il y a des injustices, je peux accompagner des personnes qui ont été violées, par exemple, ou qui ont vécu des injustices, qui disent « mais moi, je veux la justice ». Et ça les rend encore plus malades. Voilà. Alors que là, tu dis la réconciliation. Oui. Ben, je vais me permettre de réutiliser ce mot-là plus tard. Oui, quand on travaille même entre nous, entre les nations, on a eu beaucoup de conflits. Oui. On ne parlait plus de cette violence-là, mais on cachait ça à l'intérieur de nous. Mais quand on se rencontre ensemble, 7 à 800 personnes, et il y a des gens qui ont apporté là, des photos, plein de trucs qu'on a échangés entre nous.
là, on s'est aperçu et dit, hey, je ne suis pas tout seul qui a été violé. Ça, ça a tout sorti, ça, puis l'agressivité aussi, ça a changé parce que les larmes y ont coulé tous ensemble. On a pleuré pendant une semaine de temps et on a campé devant l'école où on était violés, tu sais, puis on était là tous les jours. Je faisais la cérémonie, tout ça pour calmer la douleur, ces gens-là, tu sais, mais on invitait nos parents aussi, parce que nos parents, ils ne croyaient pas les trucs, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis à un moment donné, l'école était vendue. Oui. Un blanc qui a acheté ça. Puis là, moi, je suis allé voir, j'ai dit, écoutez, ils ont dû faire un retrouvaille pour notre propre guérison. Il m'a dit, il est en moi, puis j'ai la clé, puis je vous donne la clé, puis faites ce que vous voulez. Il dit, parce qu'il ne sera plus là dans 2 mois, il ne sera plus là, il va tout détruire. D'accord. Défoulez-vous. Défoulez, on est rentré là-dedans, puis on a tout regardé, on est allé à la chapelle, où il y avait beaucoup de viols et tout ça. On est allé en haut sur l'hôpital, l'infirmerie, c'est là aussi que ça se passait beaucoup des viols. On a tout allé pour effacer toutes les traces. Et à la fin, je les ai laissés et j'ai dit à dit-il Blanc qui a acheté ici, là, il nous a donné la clé, il me dit défoulez-vous, faites ce que vous voulez. Je ne l'ai pas dit 2 fois. Les hommes, ils ont pris des tables et des chaises, ils couraient par la fenêtre et ils lançaient ça dehors. Tu sais, Wow. et, ça a été, il n'y avait plus rien dans l'école. Alors, ça fait partie, on est vous, mais moi je disais, allez-y, faites ce que vous voulez. Fait que, après ça, on a fait un beau cercle ensemble, puis on a chanté, puis on a pleuré, puis après ça, on était tous campés là. Ça a duré 1 semaine. Pour ça nous a aidé beaucoup, puis plus la commission, et on a travaillé pendant 6 ans à l'intérieur à former des intervenants, parce que ça n'a pas été facile pour moi, surtout, de revivre ça. Bien sûr. Et puis ça n'a pas été facile aussi de sortir cette fantôme-là en l'intérieur des parents. Les parents, ils ne savaient pas que leurs enfants étaient faisaient violer. Puis, les survivants du passionnat, leurs petits-enfants. Alors, ça a tout sorti ça en même temps. Puis, aujourd'hui, on ne voit plus la même façon, là. On ne voit plus la même façon. Moi, j'ai eu vraiment, qu'est-ce que je voulais avoir, c'est une paix à l'intérieur de moi et de m'aimer. Et j'en veux pas mes parents. Et mes parents, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait non plus. Même Et encore d'ailleurs, aujourd'hui. le mot viol, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. C'est ça, c'est comment expliquer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas le mot. Il n'y a pas de mots. Même, j'essayais de dire à ma mère que je ne pouvais pas rien. Il fallait que j'explique l'image. Vraiment dans l'image pour que maman puisse capter l'image. C'est moi, mon oreille ne fonctionne plus la gauche. À cause que j'étais battu. Je ne suis pas le premier. Là. On était tout comme ça. Oups! Par moment, ça remonte un petit peu. Mais c'est normal, hein. Et du coup, pendant... C'est quoi l'émotion? Moi aussi. C'est bien, on est en... Ça, une petite vague. Mais effectivement, c'est important parce que de pouvoir en parler. Et moi, ce qui m'a interpellée, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible une culture dans laquelle le mot viol n'existe pas? Parce que pour moi, depuis que je suis petite, quelque part, le mot viol, je peux pas dire que je sais ce que ça veut dire depuis que je suis petite, mais peut-être. Et c'est vrai que là, tout le travail qui est fait de réconciliation, de sortir, d'expliquer, et de se dire qu'il y a quand même des cultures chez lesquelles ça n'existe pas, que c'est un concept impensable, je trouve que quelque part,
c'est rassurant de dire qu'il y a des êtres humains pour lesquels ce concept, ces Et si événements ça a déjà, n'existent pas. c'est ça. Et si ça a déjà été comme ça, ben, peut-être que ça peut C'est redevenir pour ça. possible. Tout à fait. Et justement, pour faire la transition, c'est que, donc avec ça, avec tout ce qui s'est passé, c'est que les Amérindiens ont perdu leur culture, en fait. Donc, alors j'aimerais que vous puissiez nous parler, puis après Nico, on fera peut-être des questions-réponses, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez nous parler de ce que vous avez mis en place avec Kinawat, et de mieux expliquer, en fait, qu'est-ce que vous... Quelle est la mission? C'est ça, parce que pour moi, je comprends à peu près, mais D'accord. voilà. Est-ce que t'as- Je pense qu'on n'a pas perdu notre culture. Et c'est plutôt le danger de perdre la langue. D'accord. Et mais là, encore là, en perdant la langue, parce que la philosophie n'est plus pareille. Alors, entre les jeunes aujourd'hui et leurs grands-pères, ils ne se comprennent plus. Parce que les mots n'est plus là. Alors, le jeune aujourd'hui, et quand s'il parle avec ses grands-parents, il va parler la moitié français, la moitié anglais, puis la moitié algonquin. Mais là, c'est drôle parce que les grands-pères et les grands-mères, ils trouvent ça, ils rigolent. Tu sais, puis, alors les enfants, ils se fâchent après leur grand-mère. Ils disent, pourquoi vous riez de nous? Tu sais? Alors les grands-parents disent, non, on ne rit pas de vous. On ne rit pas de vous parce que c'est rare qu'on entend les différents la langue parce que la pensée n'est plus pareille. La pensée Ah n'est oui. pas la même. Alors, le jeune, il va parler français, mais il va essayer de traduire ça en algonquin au lieu d'algonquin français. Alors, moi, je parle cette langue. Alors, c'est facile pour moi parce que j'ai pas à traduire. Des fois, c'est quand j'ai traduit, c'est long. C'est à expliquer quelque chose. Et puis, alors, moi, Souvent, les gens nous j'ai demandent dit- comment je peux traduire, par exemple, le mot humilité en algonquin. Ben, ça se dit pas. Tu sais, il y a plein de... Pour des choses plus concrètes, comme un arbre, un animal, tout ça, oui, il va y avoir des mots, mais pour les concepts après, comme par exemple le mot mort, n'existe pas en algonquin. Ah oui? Donc, c'est un concept. Ils ne voient pas la vie comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait pour... Quand une personne décède, Oui. Mais il faut penser vraiment à la vie. Parce que la personne n'est pas morte. C'est juste le corps qui est parti. Mais l'esprit est toujours là. Oh, j'aime. Alors, Ça correspond tellement à ce qu'on peut échanger à la web TV aussi. puis c'est fait le plein plaisir d'émissions. aussi, c'est comme la naissance. Ouais. Hein, la naissance d'un enfant, on a du plaisir. Mais le départ de quelqu'un, on va avoir du plaisir. La première journée, c'est triste, oui. Oui. Et, il est parti, chez nous, on dit, il est parti avec son canot d'écorce. Parti à la Ah, rivière. le long voyage. D'accord. La rivière, ça finit plus. Tu sais, puis, alors ça, c'est l'image qu'on va projeter. Mais non pas quelqu'un qui est couché dans une boîte, puis D'accord. c'est plus triste, c'est triste. C'est sûr. C'est, alors nous, le lendemain matin, on se réunit tous ensemble, puis on va avoir un bâton de parole. Le bâton de parole est sur la table. Tu prends le bâton de parole, puis tu vas à côté de la personne, puis tu comptes son histoire. Pas l'histoire Pendant qu'on veille négative, le corps. ouais, On veille le corps. Quand même pendant quelques jours, on ne va pas On se rit. précipiter. On D'accord. rit, on est mal au ventre. Parce que c'est. Ils continuent à. On est tous des clowns, j'ai dit ça souvent, on est tous des clowns, puis ils jouent leur rôle, on joue tout un rôle dans la vie. Tout ce que tu fais, là, je vais te conter ton histoire de ta vie, et pas que c'est que tu as fait du mal. C'est ça, c'est juste une faiblesse d'une personne. On ne juge pas la personne. Alors, le plaisir est là aussi. C'est la fête. C'est la fête. On mange chez Magouchane, on mange après tous ensemble, puis on rit, puis on a du plaisir. Tu sais, puis, on vient d'enterrer mon fils. Là. Et, pour nous, il est partout. Et présentement, il est dans ma poche. Je monte toujours. Je suis bien parce que voilà, le petit urne, c'est mon fiston.
Et quand j'ai vu l'ours sur la route, j'ai pensé à ton fils. Oui. Parce que quand vous êtes venu, vous l'aviez mis donc, sur l'ouest, l'acceptation. Exactement. Et puis, il y avait une patte d'ours dessus. Et Mm. donc, quand je suis venue, ça m'a tout de suite fait penser à lui et à toi, bien sûr, pour le symbole de l'ours. Mais j'ai aussi pensé à lui. Je me suis dit, ah, c'est C'est drôle. sûr que ça a cette été image. un processus. Puis tout à l'heure, on a eu une petite vague par rapport au pensionnat. Ben, c'est la même chose parfois. Je me suis frappé par d'autres vagues d'émotions, même si ça fait maintenant quelques mois. Mais il y a quelques semaines, on est allé enterrer les cendres de son fils. C'est quelques-unes qu'on va aller disperser ailleurs, là, sur le territoire ancestral. Mais c'était la volonté de son fils que ses cendres soient enterrées près de son grand-père. Donc là, on est allé au cimetière de la réserve amérindienne où son père est enterré. Donc on avance dans le processus, mais c'est vrai que tout ça peut se faire aussi avec des moments de rire. Hein. C'est pas... Ça, c'est la mémoire qu'on appelle. Elle n'a pas. La photo, c'est triste. On ne regarde pas la photo. Ah oui? Et c'est surtout la une qu'on va regarder longtemps et tout ça. Et des fois, je peux prêter à ma soeur, parce que ma soeur, elle connaissait bien, elle avait besoin d'être. Alors, c'est une suite de la vie. Il n'y a pas de fin. C'est comme nous tous, il n'y aura jamais de fin. Si, par exemple, tu vois, dans la tradition occidentale, si ça fait 1 an que la personne est décédée, il va y avoir des services anniversaires, il va y avoir des rappels. Eux, ça, c'est pas dans leur façon de voir. On va pas ramener encore les personnes. Il faut les laisser libres, il faut les libérer. Il ne faut pas ramener encore le souvenir encore et encore. Il faut faire attention un petit peu à ça. Oui, et ça rejoint aussi ce qu'on peut dire par rapport à nous, quand on parle des défunts, bon, on dit comme ça, que parfois, effectivement, on peut les peser ou les ramener, ou bon, ça, c'est d'autres émissions où on a l'occasion d'en parler, mais c'est intéressant de voir à quel point ces points communs sont là, et ça me plaît vraiment. Et puis, est-ce que vous voulez dire donc, quelques mots sur le centre? Oui, c'est ça, c'était ça la question. J'ai pas perdu le fil. Bravo. Et puis après, Nico, tu nous diras. Alors, je vais le faire. Puis tu peux compléter après. Kinawat. Ah, regarde, il va partir. C'est au début de l'histoire de ça. Et après le pensionnat, je voyais dégrader notre culture aussi, la langue et tout ça. Puis j'avais besoin de quelque chose pour montrer à des gens qu'il faut faire attention, de ne pas laisser ça aller. Pas là. On a créé un petit musée que les aînés ont participé aussi. Alors, à la suite de ça, mon père et moi, on a toujours posé la question, il dit, il faut qu'on ait quelque chose plus que ça physiquement, où les gens peuvent venir vivre avec nous. Et puis moi, je vais être là pour compter. Toi, tu vas aller chercher les clients, puis moi, je vais être là. Puis c'était son idée. Puis après ça, il est décédé, mon père. Mais après ça, j'ai continué à travailler là-dedans pour aller vers touristes et comprendre, à expliquer les gens qui on est. On est qui? Alors, suite à ça, à la suite de ça, puis là, Kinawat est arrivé. Alors, on va laisser aller. Alors, ça veut dire ensemble en algonquin. Puis la mission, elle est en 2 volets. C'est d'abord de permettre aux Amérindiens eux-mêmes de retrouver leur identité, de se remettre debout. Parce qu'on a parlé de l'épisode des pensionnats indiens qui a été vraiment un coup presque fatal. Quand on voulait vraiment essayer d'éliminer au pays les traditions, la cohésion aussi entre Amérindiens, on s'est dit, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est d'aller chercher des enfants. C'est ça. Ils avaient fait toutes sortes de tentatives en créant les réserves, en interdisant les objets sacrés amérindiens. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été promulguées, mais ça n'avait pas les résultats que le gouvernement escomptait. Et donc là, on a essayé vraiment de s'en prendre à la culture des enfants en pensant qu'on pourrait en faire de bons petits bons. Et on peut donc s'imaginer tous les ravages que ça a créé. Donc, aujourd'hui, oui, la culture est encore vivante, mais surtout grâce à des aînés comme Chumis qui ont tenu le coup. Il y a eu vraiment toute la transmission qui s'est poursuivie. Donc, l'été, quand ils retournaient pendant les vacances, pendant l'épisode du pensionnat pour lui, les aînés le reprenaient, le ramenaient dans la forêt, continuaient l'entraînement, l'éducation. Puis après, à l'automne, il était obligé de retourner au pensionnat. Donc, il y a eu
un petit moment de flottement comme ça, mais certains d'entre eux ont vraiment réussi à maintenir la culture. Donc là, moi, je considère qu'on a une fenêtre de quelques années encore où les aînés de sa génération sont toujours vivants, où là, il faut retransmettre au maximum, aider les Amérindiens eux-mêmes à maintenir la langue, la culture et tout. Mais l'autre volet de Kinawat, c'est la transmission à tous ceux qui veulent bien découvrir cette culture. Puis, oui, il y a tout ce qui s'appelle médecine traditionnelle, l'homme médecine, la femme médecine, tout ce qui peut un peu fasciner, mais c'est aussi un mode de vie, c'est aussi une philosophie de vie, un savoir-être, un savoir-vivre ensemble aussi qui est extraordinaire. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle la Commission Vérité et Réconciliation a si bien fonctionné, c'est parce qu'ils se sont basés sur les méthodes amérindiennes pour tout le processus. Donc il y avait vraiment en place une manière de faire à l'amérindienne qui était très guérisseur, qui était plus dans le sens de la réconciliation que de la justice, entre guillemets. Et ça a été vraiment un moment fort. Donc ce qu'on fait avec Kinawat, ça peut être parfois des stages où les gens vont venir approfondir un peu plus, s'intérioriser. Mais là, on s'apprête ensemble, c'est pour ça que vous êtes en Abitibi. On s'apprête à partir avec un groupe demain dont vous ferez partie en canoë sur le territoire où Dominique est né, là où il y a encore... la rivière Ariken. C'est ça. Et puis parfois, nous, on va travailler aussi avec des gens du gouvernement. Ça peut être des journées de sensibilisation dans les hôpitaux, par exemple, tout le personnel infirmier ou des médecins qui doivent travailler avec les Amérindiens qui comprennent mal la culture. Dans les écoles, il y a tellement de préjugés encore chez nous par rapport aux questions amérindiennes. Il y a énormément de boulot. Et puis quand on va en Europe, ben, parfois on travaille avec aussi des gens, pas seulement sur une base individuelle, mais avec des groupes comme les professionnels. Et justement, ce que tu dis là, c'est important aussi, c'est qu'il y a... comment dire, l'individu il est mis au centre, c'est-à-dire il faut se soigner, aller mieux, se donner à soi, mais pour bien vivre dans le groupe. Pour moi, vous mettez vraiment les deux choses en avant. C'est ça. Oui, et parce que quand je vous entends parler, quand Chomis, tu dis souvent les aînés, les aînés, les aînés, et nous, les aînés, quelque part, des fois, c'est vraiment, tu vois, ça me fait de la peine de dire ça, mais les aînés, des fois, ils nous embêtent. Des fois, on se dit, oh là là, ils sont vieux, ils connaissent rien. Alors, il y a ça, je trouve, en Europe, on peut dire ça. Ou alors, au Québec aussi. Ah bon, d'accord. Il faut leur laisser la place, il faut, ils savent mieux que nous. Il y a comme si on les rabaissait un peu. Alors que quand je t'entends parler, c'est vraiment valorisé. Et en ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on garde un peu plus à l'esprit. Ça, et une autre chose, c'est quand vous parlez, j'arrête pas de voir un cercle. C'est-à-dire qu'on est une personne, mais il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, je vois un cercle. Tout est interconnecté, puis tout est circulaire. Donc si tu es dans une vision pyramidale ou linéaire, tout le sens est perdu. Donc là, quand on dit vivre ensemble, ça inclut les humains, mais ça inclut aussi tout ce qui est vivant autour de toi. Un animal est aussi important. La nature, tout le monde a sa place. J'aime bien quand tu dis, par exemple, ce matin, vous avez vu un ours hier, nous on a vu deux petites hermines. Puis ce qui va dire, c'est pas elles qui sont chez nous, nous on est chez eux. Complètement. Les animaux sont chez eux. Puis juste ce renversement-là, il est important. En ce moment, on n'arrête pas de prendre toute la place qui reviendrait aux animaux. On est en train d'enlever tout leur espace. J'ai entendu parler cette semaine qu'on s'approche d'une autre grande extinction comme il y a eu avec les dinosaures par rapport aux animaux. Là. Tellement on est à un seuil critique. Oui, je te laisse pas. C'est bien. Je suis allé en Europe, en France, avec des étudiants qui étudiaient dans le domaine de la muséologie. Et, dans le domaine de la muséologie. Puis là, j'avais organisé aussi pour aller à la rencontre des anciens chez nous. Oui. Et moi, je pensais que c'était comme chez nous. Ah. Et là, on a pleuré tous ensemble, la façon parce que la personne qui avait organisé là-bas, il nous a emmenés dans des foyers de personnes âgées. Ah là là, oui. Et on a rencontré à peu près 7 ou 8 grands-mères là-bas et grands-pères. Puis il dit, parce qu'on parlait de nos parents, nos grands-mères,
il est resté chez nous encore et tout ça, puis il finit leur vie chez nous. Oui. Et là-bas, il disait, il y a une madame que j'oublierai jamais, il y avait un immeuble très ancien. Il dit, c'est tout ce qui me reste dans ma vie. Il dit, mes enfants, ils viennent me voir. Il dit, ça ne tente plus entre autres. Et ça nous a fait mal, ça. J'ai dit, voyons, pourquoi ils ont laissé tomber comme ça? Mais après ça, on a dit, il faut regarder maintenant chez nous comment nous, on doit accepter ces affaires-là. Oui. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent un peu chez nous quand il y a des pincements au cœur, parce que c'est quelque chose qui est humain, qui est humain, ça a coupé, comme nous, on s'est fait déraciner de nos parents. Et j'en veux pas mes parents. Moi, mon père, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Et vous avez vu le coiffe que j'ai sur ma tête, c'est au-dessus des livres. Oui. Et mon père, quand il m'a remis cette coiffe-là, il dit, regarde-moi. Il dit, je te dépose cette coiffe-là. Ce n'est pas le pouvoir que je te donne. Je te remets C'est la médecine. ça fait toujours, ça me touche toujours parce que oui, il dit, je te transfère la médecine. Alors, moi, ces trucs-là, ça m'a revenu toujours d'histoires de passionnantes. Et c'est pas le pouvoir, c'est la médecine. Et alors, je suis fier de porter ça, parce que je suis chef héréditaire. À vie, ça vient de loin. Puis je suis fier de parler quand je parle de mes ancêtres, et surtout quand je mets ça sur ma tête. C'est mon deuxième, en fin de compte, que j'ai. L'autre, c'est des plumes d'aigle maintenant que j'ai. Alors, depuis La grande initiation. Oui, Sur depuis la ça va, plateforme. j'utilise. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés encore aujourd'hui, qui peut sauver aussi le monde après, c'est nous, on a quelque chose d'important chez nous qu'on appelle le cercle de guérison. Okay? Ça ressemble ça ici, là, que vous m'avez offert. Moi, je suis content que quand je reçois quelque chose comme ça, parce que j'ai dit, ah, il y a une partie d'elle dedans. Vous l'avez déjà, votre cercle. Parce que c'est Sorine qui l'a fabriqué. Oui, il est fabriqué. Oui, Il est fabriqué, puis c'est du bois à l'intérieur, pour essayer de respecter la nature. Alors, il y a aussi les 7 feux sacrés, Oui. okay, de prophétie, les 7 feux. C'est ça que moi, aujourd'hui, de toute façon, les prophéties de 7 feux, ils sont dans l'intérieur du livre. Là. Et moi, c'est important, ça. Le matin, là, des fois, je jette un petit coup d'œil, ça, on est rendu, puis on n'est pas rendu loin. Puis, il y en a 7, mais quand même, on est rendu à la 5e, mais ça fait longtemps qu'on est dans la 5e, que ça tourne, on parle de réconciliation, mais réconcilier quoi? Alors, on parle, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, dans la réconciliation, comme l'ONU en parle aussi, se réconcilier avec la Terre, mais il faut qu'on soit bien vraiment avant de soigner la Terre. Hein. Oui. Encore une autre fois, il faut commencer par soi-même avant d'aider les autres. Il faut se nourrir. Alors pour moi, c'est important si on pourrait avoir tout notre cercle, que tout le monde fasse le cercle, puis un petit point au centre. Et ça, c'est toi qui viens de déposer là, au centre. C'est toi qui gères toute ta vie maintenant, sans dépasser l'autre côté de ton cercle. Parce que quand on dépasse de l'autre côté du cercle, il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus rien. Alors, au moins, tu as des trucs ici, le respect, hein, et l'acceptation, la nouvelle vision, il y a tout dedans. En plus, on remet tout autre qu'on appelle les 7 enseignements de grand-mère. Alors, ça, c'est mon outil, ma vie, ça, de m'aimer, de vous aimer un autre, ton prochain, Et le donne-toi tout que tu disais, que ton papa t'a dit et que tu as relevé, le donne-toi tout, je crois qu'on pourrait le mettre en phrase soulignée pour
résumé beaucoup de choses. Combien de fois pas de médecin? Nico, est-ce que tu as des questions? Alors nous, ici, on a extrêmement chaud. On a coupé la clim pour le saut. Donc on C'est pas a la seule. extrêmement chaud. Oui. Parce qu'ici il fait très chaud aussi, donc je suis en lutte de sudation chez moi. C'est bien, Donc, alors on fait ça ensemble, on a chaud ensemble. Alors il n'y a pas trop de questions parce que là en plus on est en période de vacances, tu vois, donc je pense qu'on a tous bu vos paroles. Et par contre moi j'avais 2-3 questions éventuellement, même si Dominique y a répondu. Surtout sur la question que je m'apprêtais à poser, sur justement dans ce livre c'est aussi un magnifique témoignage sur l'acceptation. Et la question que j'aurais eu à poser, c'est quel est justement ce rôle de l'acceptation dans la démarche de guérison? Pour moi, ça a été quand on trouve la technique vraiment de prendre soin de toi-même, tu sais, alors ça a été facile pour moi de trouver qu'est-ce que j'ai perdu. J'ai analysé tout, qu'est-ce que j'ai perdu au passionnat. Premièrement, ils m'ont enlevé l'amour. Alors, je ne m'aimais pas. Et je n'aimais pas les autres non plus. Alors, tout ce que j'ai appris à l'école, c'était toujours négatif de ne pas parler des Blancs, parce que tous les Blancs, c'était tous des diables, là, que j'allais en enfer avec eux. Tu sais. Alors, c'est toute la peur qui s'est installée aussi en l'intérieur de moi, et l'agressivité et tout. Alors, j'ai tout mis ça dans un endroit, dans le cercle, où ils ne peuvent plus sortir, que je les ai immobilisés là pour moi, personnellement. Et tous les jours, je travaillais une partie de le respect de moi-même et aller chercher aussi une paix en l'intérieur un exemple comme des viols. Tu sais, je me disais pourquoi que l'homme blanc, je disais tout le temps, j'avais tellement de jugements et ils m'ont enseigné, et moi j'ai tout enlevé ça, le jugement. Là. Quand j'ai vraiment trouvé l'amour à l'intérieur de moi, qui suis-je, et à me détester, tout ça, je me détestais. Aujourd'hui, je m'aime. Je peux dire que je suis peut-être un héros de tout ça, parce que j'aurais pu être dans le corps de la misère si j'aurais rien fait. Aujourd'hui, je me considère comme un survivant du passionnat et non pas une victime du passionnat. Alors, c'est ce que j'ai maintenant en intérieur de moi. De ne pas vivre avec ça. C'est sûr qu'il y a des moments qui est dur à prononcer des mots. Et des fois, je retombe dans cette énergie négative. Et comme il y a quelques minutes, j'ai eu ma mère, tu sais, qui est venue me chercher. Et j'ai jugé ma mère aussi. Alors, j'ai jugé tout le monde. Alors, à un moment donné, on m'a vraiment éclairé par des aînés qui m'ont dit que le viol que tu as eu, parce que tu as de jugement encore, et tu as jugé de tout ce qui est alentour de toi. Oui, j'ai jugé les missionnaires, j'ai jugé les Blancs, j'ai jugé les religieuses, des frères, des prêtres et tout. Et en fin de compte, c'était vraiment fort qu'est-ce que l'aîné me dit. Il dit, écoute, tu as jugé tout ce monde-là, c'est pour ça que tu t'aimes pas. C'est pour ça que tu les aimes pas. Mais on va te dire tout de suite qui t'a violé. Alors, ceux qui m'ont violé, c'était tout simplement des hommes malades et des femmes malades. Alors, quand j'ai compris ça, le jugement est tombé. J'ai dit, c'est vrai. Et quand quelqu'un qui est malade, on doit l'aider aussi. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai repris. Même, je suis allé je suis allé assis devant celui qui m'a violé, celui qui m'a fait mal au niveau mental aussi, physique. Alors, j'ai dit, c'est assez pour moi.
je te remets tout ce que tu m'as fait. Si tu t'en souviens pas, je peux te dire tout ce que tu m'as fait. Il m'a dit, c'est pas nécessaire. Et puis j'ai dit, après, avant de partir, si jamais tu as besoin de moi, il dit, je suis là. Puis j'avais donné mon numéro de téléphone, mais il n'a pas été capable de confronter tout ce qu'il a fait et il s'est pendu. Alors, je prie encore pour lui aujourd'hui et ça, il faut que ça arrête ces trucs-là. Alors, c'était le meilleur moyen, ma guérison, moi, c'est de participer à l'écriture. Et ça, c'est une bonne thérapie pour moi. Et aussi, j'ai des fêtes aussi pour tous les gens qui ont passé dans le même chemin que moi. Je ne parle pas juste des Autochtones, je parle de toutes les nations dans le monde. Le peuple rouge, le peuple noir, le peuple jaune et blanc, et tout. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de souffrir, on n'a pas le droit de se juger. Alors, il faut trouver le point, c'est le central, c'est l'amour d'aimer. Aujourd'hui, je suis capable de dire à mes deux femmes, mes deux amis qui sont ici, que je les aime, tu sais, puis je suis capable de regarder le visage, même un homme, tu sais, puis alors j'ai plus ça, là, puis je suis content vraiment de passer aujourd'hui, je classe ça comme mon histoire, et ça reste l'histoire. Et ça m'appartient. Et ça, c'est une leçon de la vie. Et je ne pense pas que ça va reproduire ailleurs, cette école-là, cette violence-là. Et alors aujourd'hui, je suis fier d'être un Anishinaabe qui veut dire un être humain. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Merci. Ben, je trouve, Nico, si tu es d'accord, Merci, Dominique. une bonne phrase de conclusion. Alors, j'avais toute ma question, mais bon, je pense que c'est sur l'histoire des 21 jours. Moi, je ne sais pas si la réponse peut durer 2 minutes ou cette période des 21 jours, si tu veux, je l'ai croisée, je l'ai pas mal croisée dans les dernières émissions que j'ai faites, aussi dans pas mal de bouquins. C'est une période qui revient de manière assez récurrente qui aide à la transformation. Alors, cette période des 21 jours, donc on la trouve dans la culture donc de Dominique. Et quelle est la source de ces 21 jours? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancestral, cette période-là? Pourquoi ce chiffre-là, c'est ça? Oui. Pour moi, le 21 jours, ma mère m'a parlé beaucoup parce que on est 18 enfants. Maman lui a donné 18 enfants. Alors, 8 garçons et le reste, c'est des filles. Alors, c'est toujours, maman nous expliquait le 21 jours. C'était le 21 jours de la menstruation de la femme. Ça arrive à tous les 3 semaines. Puis il y a tout un nettoyage une semaine pour la nature, pour la femme. Alors, on associe ces trucs-là, nous, quand on fait dans la guérison personnelle, d'aller chercher la même sensation qu'une femme, de travailler en intérieur. Alors pour moi, le 21 jours, c'était un des plus beaux moments de ma vie, de vivre en intérieur aussi dans mon côté féminin et le côté aussi maman qui m'a accompagné tous les jours. Alors, c'est tous les hommes médecine, ils vivent le 21 jours. Alors, on reste toujours sur le 21 jours par rapport à la femme. Parce qu'on sait observer la nature aussi. Dans la vision amérindienne, c'est la lune qu'on observe. C'est des cycles de 28 jours, mais dans ce 28 jours-là, il y a le 21 jours dont on vient de parler, mais après, il y a cette période super importante de renouvellement. Donc, la femme le vit dans son corps à tous les mois quand elle est en âge de procréer. Et donc, ça nous ramène à l'esprit du féminin, ça nous ramène à savoir être spirituel tout en étant en harmonie, pas seulement avec le cosmos, mais avec la Terre. J'aurais pu prendre aussi le 13 jours, qui représente les 13 lunes.
Alors, c'est toujours par rapport au côté féminin. L'homme, il doit vivre ça. L'homme, il doit apprendre. Et c'est qui les féminins? C'est quoi le féminin à l'intérieur de notre corps? T'sais? Alors, il faut qu'on se tient après notre côté féminin, nos femmes, nos sœurs, maman, les grands-mères et tout ça. Parce que c'est eux qui ont toute l'énergie. Ils ont toute une force vers les femmes. Alors nous, il y a des fois, on glisse, on laisse tomber ces trucs-là. Et parce qu'on est confronté par un dur moment. Mais quand moi, j'enregistre tout de suite les paroles de ma mère, avec les 13 enseignements, les 43 enseignements de la femme aussi, qui sont les grands-mères qui sont venues me chercher. Aujourd'hui, je travaille avec ça, aujourd'hui, maintenant. Donc le féminin qui est mis vraiment en avant aussi, hein, on a pu le voir lors du stage. Et puis tu le dis souvent, et je pense que c'était bien, merci pour la question, parce que ça nous a permis de ressouligner ça. Et puis là, on s'apprête donc à commencer un stage. Donc on va partir pendant quelques jours en canoë pour aller voir la nature de plus près et puis voir aussi comment, quelle est ta notion de la nature, voir que les enseignements que tu as pu avoir aussi enfant par rapport à la nature. Donc là, ça va être sur 6 jours, donc ça va être court par rapport à 50 ans, mais quand même, je me réjouis de faire ce stage-là. Tu sais, il y a une semaine, j'étais très fatigué. J'étais très, très fatigué même. C'était pas grave de revenir chaque jour. La fatigue était là. Et puis là, aujourd'hui, je suis arrivé ici, puis demain, on part dans la forêt. Quel beau cadeau! Ah. Quel beau cadeau, on va être ensemble. C'est valable pour toi, tu es à Paris. Lui, il est en Auvergne, il a de la nature encore, ça On va va. passer à toi. Ah oui. Moi, je suis bien aidé. Ouais, toi, tu es en pleine nature quand même, ça va. Ah oui, moi, je suis au milieu des volcans. On ne peut pas mieux faire. Au milieu des volcans. Ah, c'est bien. Et tu vas voir, Sorine, ça s'appelle même pas un stage, ce que tu vas vivre. Oui. Tellement, c'est juste vivre. Wow. Tellement, on va découvrir comment les peuples nomades vivaient leur vie, qui est une vie complètement en symbiose avec la nature. Le soleil se lève, on se lève, le soleil se couche, on se couche. On mange quand on a faim. Et ça, tous ensemble encore. On n'aura plus besoin de regarder la montre, jamais. On n'aura pas besoin de se faire d'horaire. Et tu vois, on va faire des tas de choses. Et ça va être dans le rire du matin jusqu'au soir. Chouette. C'est la joie. Mhm. Donc, il y a plein de choses à faire pour vivre, pour survivre, mais toujours dans la joie. Donc, c'est même pas un stage, c'est juste on va vivre. On va vivre dans la nature. Tous les jours, on va voir la médecine. Oui. Sur ton visage, sur mon visage, sur le visage, c'est de sourire. Bien, merci beaucoup. En tout cas, Merci. c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment ensemble. Je voudrais qu'il me donne un sourire lui aussi, là. Nico, fais-nous un sourire. Ben oui. On ne voit pas tes dents encore, c'est pas un vrai sourire. Il cache ses dents. Elles sont où tes dents? On veut voir tes dents. Elles sont là, Il mes est pas dents. capable. Bon, et ben écoute, bel été tout le monde. Et puis, donc là, vous avez vu ma tête aujourd'hui. Et après le stage, vous ferez une photo pour voir avant-après. Est-ce que j'aurai des cernes? Est-ce que j'aurai un sourire, des yeux qui brillent? On verra Tu ça. ne peux pas changer. Le sourire va être là. C'est ça. Ok, ça marche. Merci. Bon, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Oui. Au revoir. Au revoir. Nicolas,